Philippona Insi, qui est responsable justement de la transformation durable chez EcoAct. À vous. Merci Anne. J'espère que je vais être à la hauteur de la prestation de Gauthier. C'est pas évident, la barre est très haute. Peut-être avant de démarrer, puisque ça fait maintenant un petit peu plus d'1 heure que nous écoutons un contenu nourri, je vous propose un break de 4 minutes avant de démarrer la table ronde, avec peut-être une petite pratique inédite pour un certain nombre d'entre nous. Je vous propose de vous déplacer pour rejoindre dans votre rang, vous rapprocher d'une personne que vous ne connaissez pas. L'idée étant d'échanger quelques mots. Il ne vous a pas échappé que dans le thème du jour, il y a comprendre, agir, financer, mais il y a également coopérer. Et pour coopérer, on a besoin de se connaître. Donc je vous propose d'opérer ce petit mouvement latéral et je vous donnerai la brève instruction dans la foulée. Opérer. Alors, est-ce que tout le monde a trouvé son binôme ? Allô, allô ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Est-ce que tout le monde a bien son binôme ? Oui. Alors, je vous propose un petit exercice qui est exigeant. Pendant 2 minutes, l'une des personnes seulement va parler. L'autre l'écoute. C'est une expérience assez exigeante. Donc vraiment, 2 minutes, une personne parle et l'autre écoute et on changera dans la foulée. Donc la question est la suivante, elle est très simple pour faire connaissance. Quel est le lieu où j'aime me ressourcer ? Vous avez premièrement 2 minutes et je vous signalerai quand on changera de personne. Oui, Anne. Sur un format un peu plus court. Voilà. Attends que je... On a fait 1 minute. Ouais. Je vous propose d'inverser. Merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice.
Ils adorent. Merci beaucoup. Quelle bonne idée. Mais nous avons de merveilleux intervenants. Êtes-vous prêts à... Je crois qu'eux-mêmes sont tellement pris par la conversation. Bon. Je vous propose qu'on démarre. La maîtresse de cérémonie et la modératrice de la table ronde appellent votre attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice, ce qui donne des bases pour poursuivre des conversations éventuellement plus professionnelles, mais aussi, pourquoi pas, personnelles, à la pause du déjeuner. Alors, c'est bien le sujet de cette table ronde, c'est comment mettre l'humain au cœur de ces démarches exigeantes de décarbonation. En 2 mots, Anne l'a dit, je suis la collègue de Gauthier et de Fabien qui passera après moi. Je m'occupe de transformation durable chez EcoAct. 3 piliers chez EcoAct pour accompagner les entreprises. Une accroche très très forte sur les faits scientifiques, la donnée scientifique, des méthodologies et également l'accompagnement collectif pour que tout ça ait lieu. J'ai le très grand plaisir d'accueillir ce matin Pauline et Xavier. Pauline Boucon-Duval, tu es directrice générale du groupe Duval éponyme. Tu représentes la 2e génération d'une entreprise 100% familiale qui a été créée par ton père il y a 30 ans à Rennes. Avec ses 6000 collaborateurs, le groupe Duval développe des projets au service du mieux vivre et des territoires. Vous avez une activité immobilière historique qui va de la promotion immobilière à l'investissement en passant par la rénovation énergétique. L'entreprise est également leader européen de la gestion des golfs et des résidences gérées avec la marque Odalis, que vous connaissez sans doute, qui gère des résidences hôtelières et qui accueille tous les ans 2 millions de vacanciers. Les activités du groupe se déploient en Europe, en Afrique, en Asie, également dans le secteur de la microfinance, de l'assurance, de l'alimentaire et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le groupe représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans 20 métiers et dans 20 pays. Xavier Domé, tu es le dirigeant stratégie et RSE du groupe Emeria, que nous connaissons bien sous la marque Foncia. C'est en 2022, il y a 3 ans, alors que Foncia fêtait ses 50 ans, que le groupe a été renommé Emeria. À travers l'Europe, vous regroupez des sociétés spécialisées dans la gestion de copropriété. Vous déployez donc le métier qu'on connaît tous sous le nom de syndic. Vous opérez des transactions d'achat et de vente immobilière. Et enfin, la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Le groupe offre une gamme de services immobiliers allant des états des lieux, des diagnostics techniques, du courtage en assurance, en passant par la sécurité, les travaux d'entretien des copropriétés ou encore la commercialisation d'immeubles. Pour vous donner une idée de l'importance de Foncia en France, on estime qu'environ 6 millions de Français vivent dans un appartement géré par la marque. C'est pas rien. Depuis 2016, le fonds d'investissement Partners Group accompagne Emeria et Partners Group a été rejoint en 2022 par le fonds Théa. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble sur ce fameux engagement humain. La première question qui me vient sera pour Pauline. Quand on parle d'engagement humain, on parle souvent de vision long terme et on associe très régulièrement la notion de vision long terme et d'entreprise familiale. Est-ce que cette association te parle et comment ça résonne dans le groupe Duval ? Ah bah oui, clairement. Nous, on a, comme tu le disais, un groupe 100% familial. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Et effectivement, depuis sa création, on a su évoluer et s'adapter finalement à l'époque qu'on vivait. Donc tu l'as dit très justement, nos activités se reposent sur 3 piliers. Donc l'immobilier
l'exploitation et puis les services financiers en Afrique. Alors, on a dans le groupe une très forte culture entrepreneuriale. Et comme mon père, finalement, a fondé le groupe et nous a proposé de rejoindre le groupe avec mon frère, il avait cette vision long terme dès le départ. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a un groupe familial, évidemment, les entreprises familiales, finalement, sont profilées naturellement pour de l'impact parce qu'elles ont le temps long. Et donc, ça peut paraître bête ce que je dis souvent, mais en fait, on a l'envie de bien faire pour transmettre quelque chose de meilleur en fait aux futures générations. Donc c'est comme ça que les entreprises familiales, en règle générale, se construisent. Donc après, avec mon frère, on a voulu évidemment utiliser notre groupe comme, je dirais, un outil pour aller encore plus loin et structurer finalement tous ces sujets RSE et d'engagement. En fait, avant même que la RSE existe sous ce terme RSE, nous, dans le groupe, on en faisait déjà. À l'époque, on publiait même un rapport de développement durable avant que ce soit une norme de marché. Et on avait structuré... moi, j'avais fait un travail collectif dès mon arrivée, finalement, pour essayer d'embarquer en même temps tous les collaborateurs. Donc, on avait fait un travail pour essayer de se dire quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on va et établir un peu une feuille de route. Donc à l'époque, en 2016 je pense, 3 valeurs s'étaient vraiment distinguées. C'était l'agilité, la créativité et l'exigence. Et ensuite en 2020, on a continué ce travail avec nos collaborateurs pour pouvoir les embarquer et s'inscrire finalement dans une raison d'être. Et donc c'était pas facile puisque finalement on a un groupe avec, tu le disais, 20 métiers. Donc à l'époque, j'avais quand même quelques personnes qui me disaient non, tu devrais prendre ta plus petite filiale pour pouvoir commencer par ta raison d'être. Ce sera plus simple. Et alors moi, je voulais pas du tout faire ce travail-là. Je voulais vraiment embarquer tous les métiers, toutes les équipes. Et puis, ce qui était très important pour moi, c'était aussi embarquer mon nom de famille, qui était qui était le nom du groupe. Et donc on a, je pense, réussi ce travail. Et donc, notre raison d'être aujourd'hui, c'est groupe familial engagé. Nous mobilisons chaque jour nos expertises humaines pour bâtir des aventures entrepreneuriales durables et créer de la valeur au service du mieux vivre et de la vitalité des territoires. Et donc, l'année dernière, cette démarche a continué parce qu'on est devenu entreprise à mission. Et donc, on a 2 objectifs statutaires qui s'en sont dégagés. Donc, c'est utiliser l'entrepreneuriat au service d'une culture d'engagement et créer de la valeur durable au service des territoires. Parce que c'est ce que tu disais un peu entre les lignes. En fait, on est vraiment un acteur des territoires. On a des bureaux partout en France. Et donc, c'est ce qui nous tenait à cœur, de ne pas réécrire l'histoire, mais d'embarquer finalement ce qu'on était déjà dans notre ADN, donc l'entrepreneuriat et les territoires. Et donc après, le principe, c'est de fédérer finalement tous les métiers sur ces 2 fils conducteurs. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que finalement, une raison d'être pour une entreprise, il faut que ça puisse servir en même temps de tamis stratégique pour pouvoir prendre des décisions. C'est un peu une aide à la décision pour pouvoir garder un cap. Et donc finalement, parfois, surtout quand on a cette culture très entrepreneuriale, on a tout le temps plein d'opportunités de se développer dans le groupe. Mais donc ça nous permet de poser les bases et de se dire, OK, est-ce qu'on va finalement sur ce nouveau métier ou pas? Est-ce que ça rentre dans notre ligne directrice? Et en même temps, se dire, bon, bah, OK, non, si on ne fait pas ce métier-là, peut-être qu'on va faire d'autres métiers. Et j'en vois dans la salle qui sont là, qu'on développe depuis les énergies renouvelables, et donc qu'on développe depuis 1 an et demi. Donc, évidemment, ça nous permet de se dire, OK, avec le temps long et avec cette raison d'être qui permet d'être un tamis, voilà comment on avance. On a aussi... suite, malgré au fait qu'il y a parfois un backlash de tous ces sujets, nous, la CSRD était aussi un sujet très important. Donc, pendant 2 années, on a toutes nos équipes qui ont travaillé sur tous les impacts, les risques et les opportunités. Et donc, on a publié
maintenant 3 ans en avance notre double matérialité. Et donc, il y a 11 enjeux qui en sont ressortis. Et on a travaillé avec notre commissaire aux comptes qui a validé cette matrice, donc qui facilitera finalement l'exercice dans les 3 ans qui vont arriver. Merci beaucoup, Pauline, de ce partage d'expérience. On reviendra sans doute tout à l'heure sur l'exercice de double matérialité. J'ai envie de te poser la même question, Xavier, parce que si communément on associe entreprise familiale et vision long terme, alors quand on est sous LBO, ça ne tombe pas nécessairement sous le sens. Alors c'est vrai que souvent ça ne tombe pas sous le sens, et je vais te démontrer le contraire dans notre cas. D'abord, on a un fonds qui nous accompagne, nous, depuis quasiment 10 ans. Partners avec nous depuis à peu près 10 ans. Et on travaille en fait, nos clients, nous accompagnons nos clients sur du temps long. On garde en moyenne une copropriété à peu près 20 ans, un bailleur qui nous confie son bien pour de la gestion locative en moyenne 12 ans. Et même un locataire, on a l'impression que ça tourne plus vite, mais un locataire en moyenne tourne tous les 6 ans. Il y a des endroits où ça tourne plus vite, notamment meublé, mais en moyenne c'est tous les 6 ans. Donc on est sur du temps long, et l'immobilier, que ce soit en promotion ou en gestion, c'est clairement du temps long. Donc nous, on s'inscrit effectivement dans du temps long. Notre vision, nous, en termes d'un point de vue, ou notre mission d'un point de vue RSE, telle qu'on l'a définie, c'est que chacun puisse bien vivre dans son bien et de façon durable. En anglais, on traduit ça par well living, en mauvais franglais, mais pour faire l'analogie avec le well-being. Et ça, aujourd'hui, je vais juste prendre un exemple. Donc, sur ce well living, c'est donc parler de confort thermique. Donc, je vais parler de rénovation énergétique. Pour réaliser un projet de rénovation énergétique, il faut compter en moyenne 3 à 4 ans. Donc, c'est du temps long. C'est déjà du temps long. Entre le moment où on commence à avoir l'idée avec le conseil syndical, le moment où c'est réalisé, il faut 3 à 4 ans. Pendant ces 3 à 4 ans, il va falloir gérer les hauts et les bas avec nos clients, donc l'ensemble de nos clients copropriétaires, mais aussi les résidents, qui peuvent être des locataires qui n'ont rien demandé, même s'ils vont être les premiers bénéficiaires, mais ils n'ont rien demandé au départ. Avec les fournisseurs que nous allons mobiliser, avec des avancements parfois plus ou moins rapides. Et bien sûr, avec toute la sphère publique et politique, surtout la sphère publique, qui va non seulement nous accorder des autorisations pour les travaux, mais aussi contribuer assez fortement à subventionner les aides, à subventionner effectivement les travaux de rénovation pour les clients. Et donc, il faut qu'on s'engage vraiment sur du long terme. Et nos clients le demandent. Et in fine, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à travers cet exemple de la rénovation énergétique, ça crée de la valeur sur du long terme. Donc oui, même en LBO, ça crée de la valeur sur du long terme. Ça va la créer de 3 façons. La première, c'est directement, il ne faut pas se le cacher, ça nous fait les revenus. La deuxième, donc liée aux travaux. La deuxième, beaucoup plus importante mais indirecte, c'est qu'on va garder nos clients plus longtemps. Et puis on va en gagner des nouveaux. Il n'est pas conseillé au milieu du gué de quitter son syndic ou de l'entreprise, le façadier ou le chauffagiste, ça c'est clair. Et puis ça rend aussi de façon indirecte, ça rend nos collaborateurs fiers de ce qu'ils font, fiers d'amener du confort pour les clients, fiers d'amener de la réduction de la facture d'énergie, fiers de décarboner effectivement les immeubles. Et donc on le garde, ça nous permet de garder aussi nos talents. Donc c'est ce qu'on va appeler le triple win. Et donc oui, Anne, on peut réfléchir, et nous réfléchissons sur du long terme. Et très clairement, la RSE, de toute façon, que ce soit la rénovation stratégique ou d'autres initiatives en RSE, nous oblige et nous permet de défendre durablement la valeur de l'entreprise. À minima la protéger et même l'augmenter, je crois. Merci beaucoup de cette belle démonstration. Tu nous as cité de nombreuses parties prenantes. En matière de gouvernance, si tu peux nous expliquer en quelques mots comment vous vous êtes organisé au sein d'Emeria pour animer toutes ces parties prenantes et ces initiatives de valeur durable. Alors,
de façon assez classique. On n'a pas de comité des parties prenantes. Par contre, on a 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau du conseil. On est en mode conseil de surveillance et COMEX d'un point de vue gouvernance. Donc, on a un comité. J'anime 2 fois par an minimum un comité au sein du conseil de surveillance. Et en général, on reporte au pas du trimestre, parfois un peu plus rapidement. Pour compléter, pour être plus opérationnel, il y a un comité de pilotage que j'ai monté une fois par mois, avec une partie de la direction générale, le DAF, le DRH, le directeur des opérations et la directrice juridique, et la patronne de la conformité également. Donc ça, on suit effectivement l'avancement de la CSRD, et puis l'avancement de 10 projets qu'on a qualifiés stratégiques. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, avec mon équipe RSE et avec une quinzaine d'experts qui sont chefs de projet sur ces projets-là, aussi bien en France que dans les autres pays où nous opérons. Effectivement, là, j'anime une communauté en mode transversal. Puis, dernier point en gouvernance, concernant la rénovation énergétique, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. On a une gouvernance dédiée, effectivement, une équipe dédiée à ce sujet. Ok, merci. Pauline, dans le groupe Duval, comment vous êtes-vous organisée pour embarquer et animer ces parties prenantes, les salariés au premier chef? Alors, nous, on a voulu avoir une organisation qui soit pragmatique, mais quand même inclusive. Et c'était important d'avoir une organisation quand même qui puisse garder une agilité entrepreneuriale, tout en ayant une exigence évidemment stratégique. Donc, on a d'abord plusieurs comités qui fonctionnent aussi pas mal entre eux, parce que c'est important, justement, on le disait, de pouvoir, suite à l'exercice du début, travailler à plusieurs. Et donc, on a évidemment le comité conformité qui travaille autant en France et à l'international, parce qu'on a beaucoup d'activités aussi à l'international pour renforcer nos dispositifs. On a mis en place aussi un comité RSE, donc, qui est composé d'une dizaine de personnes. On a voulu avoir des experts métiers, des directeurs de BU, la DRH pour le volet social, et puis évidemment, c'est venu un petit peu après d'ailleurs, mais on a rajouté aussi la DAF pour évidemment chiffrer tous les impacts que ça pouvait avoir. Et donc, ce comité RSE travaille pour nous établir en fait un plan stratégique avec une feuille de route qu'on avait au départ 2020-2025 et maintenant 2026-2030 sur pas mal de sujets. Ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit quand même, comme je le disais, nous, on a, en tant qu'entreprise familiale très entrepreneuriale, on a besoin que ce soit vraiment connecté au terrain. Donc et c'est pour ça qu'on le veut pragmatique. C'est assez important. Et donc, il est aussi en lien avec le comité de mission, évidemment, parce qu'on est une entreprise à mission maintenant, pour récolter la data qu'on va pouvoir transmettre au comité de mission. On a donc établi un comité de mission où on est assez fiers avec des personnes aussi expertes et compétente et très engagée, évidemment. Donc on a Nathalie Sarel, qui est une banquière, pas comme les autres, très engagée, même s'il y a beaucoup de banquiers très engagés, hein, évidemment. On a Camille Wever, qui est entrepreneur à impact et elle-même dirigeante d'une entreprise à mission. On a Brice Rocher, qui a été un des précurseurs ici même à Bercy pour finalement créer le concept d'entreprise à mission. Et on a Thibault Lamarque. Je suis ravie de voir que vous avez de l'eau Castalli ici aussi à Bercy, parce que c'est le fondateur de Castalli et donc qui a une réelle compétence finalement en termes d'eau et qui nous challenge beaucoup. Alors moi, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais avoir des personnes qui puissent ne pas avoir leur langue dans leur poche pour pouvoir nous challenger. Et donc c'est réussi. Et donc on a voilà, toutes ces strates, je dirais, de comités pour nous challenger. On a aussi, donc, on travaille beaucoup avec des entreprises extérieures comme Carbone 4, par exemple. On a établi notre 4e bilan carbone, là. Alors, on le voit bien, et on voit pourquoi est-ce qu'il faut travailler beaucoup avec les parties prenantes, parce qu'en fait, nous, 99% de notre bilan carbone, c'est le scope 3. Voilà, ça veut tout dire. Et donc, on se doit de travailler main dans la main avec nos parties prenantes pour essayer de faire diminuer ce bilan carbone. On a aussi travaillé avec Carbone 4 et d'autres sur notre trajectoire de décarbonation, d'où l'impact important financier qu'il peut y avoir et pourquoi notre DAF est au comité RSE. Et donc on a identifié
pas loin de 80 leviers de décarbonation. Et rien qu'au niveau immobilier, c'est pas loin d'une quarantaine, donc la moitié, qui sont bâtimentaires. Donc évidemment, l'installation d'une GTB, le relamping, l'isolation, etc., voire même la peinture réflective, etc. Donc c'est beaucoup de sujets. Alors après, moi je pense que la RSE, on le voit souvent comme un coût, et j'en parlais en disant que, évidemment, je ramène Madaf dans le comité RSE, mais je pense aussi qu'on parle souvent du coût de l'engagement et du coût de ce que ça peut être, mais on parle très rarement du coût de l'inaction. Et on le voit bien finalement, un bâtiment qui n'est pas rénové, qui n'est pas, où on ne met pas d'investissement dedans, bah, on n'aura pas envie d'y vivre dedans, et donc il deviendra même invivable. Et bah, une entreprise, je suis persuadée que c'est pareil. Il faut vraiment travailler en profondeur pour pouvoir se remettre en question tout le temps et mettre de l'investissement dedans. Très clair, merci. Xavier, en préparant cette session en matière d'engagement, je crois que tu partageais avec Pauline et moi toute l'initiative de formation que vous avez engagée chez Emeria pour embarquer toutes les opérations. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, oui, je vais te parler de formation autour de la rénovation énergétique. Ce qu'il faut voir à peu près, c'est, tout à l'heure on citait l'industrie, c'est 20% des émissions en France. Le bâtiment, hors construction, c'est 18%, dont 11% pour le résidentiel. Et quand on a fait l'étude, on a regardé nos clients, en fait, pas nous, mais nos clients, parce qu'on a, in fine, c'est l'Assemblée Générale ou le bailleur qui décide. On les a éliminés, nous, notre scope 3, pas avec Carbone 4, mais avec des ex-Carbone 4. Nous, on a une capacité, en fait, à ce qu'on dit influencer, c'est-à-dire à travailler avec à peu près des clients qui représentent entre 0,5 et 1% des émissions françaises. Bon, ça paraît pas énorme. En fait, c'est monumental, hein, quand même, 1%. Donc, on a un vrai levier. Et donc, pour nous, alors au-delà de la durabilité de l'entreprise, pour nous, c'est vraiment devenu au cœur de la stratégie. C'est évidemment dans la durabilité, mais c'est au cœur de la stratégie. Et donc, on forme en premier lieu, évidemment, tous nos gestionnaires en copropriété. Donc, tous les nouveaux passent sous les fourches codines de la formation de la rénovation énergétique, animée par l'équipe centrale, représentée par Corinna, qui est avec moi aujourd'hui. Et donc, on en forme 400 à peu près par an. Puis, comme dans les jeux vidéo, tu as le niveau 1, première année, puis après, tu montes en gamme, tac, tac, tu as le niveau 2, 3. Donc, il y a tout un programme que Corinna et ses équipes ont développé pour la totalité des 1500 gestionnaires de copro. Au-delà de ça, on anime. Alors là, c'est plus de l'animation, c'est plus de l'accompagnement que de la formation. On a 70 référents répartis partout en France sur nos principales agences. Donc, des gestionnaires qui sont des plus, qui portent la bonne parole. Et on est en train de staffer. Donc là, on est même en recrutement, on est en train de staffer 50 conducteurs de travaux, des gestionnaires travaux. On estime massivement, donc il faut que ça, derrière, on est en LBO, donc très clairement, nous, on a une question de rentabilité derrière, hein, on ne va pas se le cacher, à court, moyen et long terme, même si à court terme, c'est un investissement, soyons clairs. Et ça, c'est en interne. En termes de formation et de sensibilisation, on est leader sur les services résidentiels, donc on a une responsabilité. Je le disais, à peu près 1% des émissions, jusqu'à 1%, entre 0,5 et 1. Donc, on doit embarquer nos clients et puis nos prospects, c'est-à-dire l'ensemble des copropriétaires en France, pour expliquer c'est quoi la rénovation énergétique, en quoi ça peut me concerner, qu'est-ce que je dois faire, ça va me coûter combien, qui peut m'aider financièrement, comment je vais faire. Et donc, on a publié des guides de la rénovation, que ce soit pour des bailleurs ou en copro. On participe à des salons de la copro ou d'autres, on fait des webinaires, on fait des animations clients à peu près partout en France pour justement embarquer nos clients, mais au-delà, l'ensemble des copropriétaires en France. Bon, on espère qu'ils vont devenir clients, évidemment, mais surtout pour lancer effectivement la rénovation énergétique aujourd'hui. Puis au-delà, pour terminer, il y a tout notre écosystème de partenaires, que ce soit des bureaux d'études, des archis ou des façadiers, des chauffagistes, que là on emmène effectivement avec nous. Alors pour certaines catégories, les bureaux d'études par exemple, on a fait des contrats cadres pour être sûr de les loquer et que le jour où ça va partir très fort, ils soient d'abord avec nous. On réfléchit aussi pareil pour les échafaudages, parce que ça va être un des points durs.
Donc c'est un des goulets d'étranglement demain. S'il n'y a pas d'échafaudage, il n'y aura pas de ravalement, il n'y aura pas d'isolation par l'extérieur, ou pas, en tout cas pas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas malheureusement encore aujourd'hui, je pense. Et donc il y a tout cet écosystème aussi de partenaires que l'on forme et avec qui on travaille. Merci de partager en détail cette initiative sur la formation et l'embarquement de vos écosystèmes. Justement, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que un grand nombre d'entreprises ont aujourd'hui, et vous l'illustrez fort bien, vous êtes sans doute des pionniers, vous avez des feuilles de route stratégiques qui embarquent la durabilité avec vos parties prenantes. Et une fois qu'on pousse les feux jusqu'au bout, on s'aperçoit que si on sort de chacun son couloir de nage et qu'on réfléchit à l'échelle du secteur, on peut en effet déverrouiller ou réfléchir différemment pour arriver à aller plus vite et faire sauter des barrières. Je crois que Xavier, tu réfléchis à une initiative de ce type. Je crois aussi, Pauline, que tu as des initiatives, je peux dire, systémiques. Et du coup, je serais vraiment intéressée d'avoir vos réflexions en cours sur le sujet, qui peuvent d'ailleurs peut-être faire écho à des personnes dans la salle. Alors, je vais continuer sur la rénovation énergétique, donc sur la décarbonation des immeubles en France. En moyenne, on estime c'est à peu près 30 000 € pour un appartement. Donc, quand on a un immeuble avec 50 appartements, c'est 1,5 million. Donc, ça veut dire que ça coûte 30 000 €. Donc, 30 000 €, c'est une grosse somme. Alors, on a un énorme avantage en France, c'est qu'on arrive assez bien. L'argent existe partout en Europe pour décarboner les immeubles, parce que c'est le sujet quasiment le plus simple. Technologiquement, il n'y a aucun problème. Autant l'industrie, tout à l'heure, ce dont parlait Yves Perrier, c'est compliqué. Nous, il n'y a aucun problème. C'est très simple, c'est bêtement une question d'argent. Et le vrai problème, c'est le reste à charge. En France, on a une énorme chance, c'est qu'on a un dispositif à travers l'ANA qui s'appelle MaPrimeRénov' CoPro, qui est bien fléché, qui est un outil bien fait, parce qu'il n'est uniquement attribué que quand tu gagnes au moins 35% de l'énergie. Donc, ce n'est pas fait pour des monogestes, ce qu'on appelle des monogestes. Donc, c'est vraiment utilisé de façon utile. On arrive à peu près à financer un tiers. Donc, sur les 30 000, il reste plus que 20 000 en reste à charge. Le problème, c'est que 20 000, pour beaucoup de nos copropriétaires ou de nos copropriétés, c'est trop gros. Donc, notre conviction, c'est de transformer, plutôt que d'appeler 20 000 € en une année pour lancer les travaux, on va essayer de lisser la charge, on va tout faire pour lisser la charge sur 10 à 15 ans. Donc nous, notre conviction, et ce qu'on pousse avec notre écosystème, c'est de transformer du CAPEX, donc ces 20 000 € restants, en OPEX. Donc si vous le lissez sur 10 à 15 ans, on va passer de 20 000 € à sortir de sa poche en allant voir soi-même son banquier sur un an, à peu près 110 à 170 € par mois à sortir sur 10 à 15 ans. Donc c'est déjà une somme, j'en ai tout à fait conscience. Pour beaucoup de Français copropriétaires, c'est une grosse somme, mais c'est une somme lissée dans le temps. Puis en plus, on a tout de suite les bénéfices. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 10 000, au lieu de payer 20 000, puis avoir effectivement sur sa facture d'énergie les bénéfices sur les 10 ou 15 prochaines années, vous commencez à en avoir tout de suite et vous avez à peu près proportionnellement vos bénéfices, les bénéfices qu'on gagne sur la facture d'énergie et le remboursement d'emprunt, c'est à peu près équivalent. Donc finalement, ça ne vous coûte pas grand-chose. Au-delà de ça, vous avez le confort. On a la chance d'être dans une salle climatisée, mais je pense effectivement à tous ceux qui vivent dans des bouilloires thermiques, c'est dur. Donc nous, notre conviction, c'est de pousser l'emprunt. Et l'emprunt pour tous, c'est-à-dire de pousser effectivement un emprunt non plus pour chaque copropriétaire, ou pour les copropriétaires volontaires, ça marche déjà aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, c'est un emprunt au niveau de la copropriété. Et donc là-dessus, c'est donc la copropriété qui emprunte, ça permet de faire un outil à la fois puissant et très simple à gérer. Et ça permet d'embarquer tout le monde, quelle que soit la situation financière de chacun. Je me fous de savoir effectivement quelle est la situation financière de chaque copropriétaire. Ça limite aussi grandement les risques. Parce que je préfère avoir un impayé sur un trimestre à 330 € qu'avoir un impayé sur un appel de fonds à 10 000 €. Et si c'est mon voisin qui ne paye pas 10 000 €, je vous le garantis aujourd'hui, c'est moi qui vais le financer. Enfin, si je ne paye pas, Pauline, c'est toi, je suis désolé pour toi, mais c'est toi qui vas me financer. Alors,
pas uniquement d'un point de vue trésorerie. Il y a un moment, tu vas saisir le juge et tu vendras mon appart. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, on veut effectivement pousser cet emprunt réellement collectif. Et pour ça, on ne peut pas y arriver seul. Donc nous, on a cette conviction. On doit d'abord commencer par pousser tous nos collègues, donc tous nos confrères. Donc on milite massivement auprès des syndicats professionnels. Et on n'est pas tous alignés, soyons clairs. Nous, on y croit, mais ce n'est pas tous le cas. Le deuxième, c'est évidemment alors j'aurais peut-être dû commencer, on est à Bercy, le gouvernement. Alors comme la situation n'est pas très simple en ce moment, on mise plus sur les parlementaires que sur le gouvernement. Je pense qu'ils sont peut-être plus pérennes, effectivement, de ce point de vue-là, mais on a l'avantage d'avoir une ministre du Logement qui est très consciente. Ça a souvent été le cas, je ne sais pas si Emmanuel Vargon est arrivé, mais ça a souvent été le cas des ministres, de savoir effectivement comment on va pouvoir décarboner sans mettre en danger le portefeuille, enfin sans mettre en danger les Français et obliger un certain nombre de Français à vendre leur appart. Donc ça, effectivement, on a une vraie écoute, soyons clairs. Et c'est de plus en plus le cas. Puis il nous reste un dernier bastion, sont les banques et les assurances. Donc il faut qu'elles y aillent. Elles y ont évidemment un intérêt. Alors le TRI ne sera peut-être pas le même, je suis d'accord. Mais elles y ont un intérêt, d'abord parce que dans la SFDR, elles doivent effectivement mettre du vert. Et nous, on apporte du vert, effectivement. Donc quand je dis nous, c'est tout l'écosystème de la copropriété. Et donc on pousse fortement dessus. Évidemment, il nous faut d'abord un cadre réglementaire, le plus simple possible. Nos amis belges, par exemple, y arrivent, mais ils ont 2 pages de règlement, là où on va en mettre 15. Mais bon, on va faire avec effectivement notre culture française. Et aujourd'hui, on pousse effectivement, et on voit que les feux commencent à s'aligner. C'est pas fait, je pense qu'on a fait 90 ou 95% du chemin. Il nous reste peut-être les plus durs à faire, mais nous, on y croit d'un point de vue business, ce que je disais tout à l'heure. D'un point de vue people, ça engage nos people et ça les rend fiers. Et je pense que d'un point de vue responsabilité, au sens le plus noble du terme, pour effectivement contribuer à décarboner, on va dire pour le résidentiel, c'est à peu près 11%. Donc on a une vraie responsabilité dessus. Ce qu'il faudra, c'est à la fin le mesurer. Je vais finir dessus. Il faut qu'on arrive à avoir les données à la fin, parce que c'est bien gentil de dire on va théoriquement décarboner 35% ou 50%. Il faut qu'on arrive à le mesurer, et j'attends avec plaisir la prochaine table ronde avec Mme Vargon pour effectivement l'apostropher sur les données de nos distributeurs pour qu'on puisse les avoir. Merci Xavier. Pauline, est-ce que tu souhaites, avant qu'on prenne les questions, nous partager un exemple de coopération ? Oui, alors nous aussi, on s'affirme comme un acteur de la rénovation énergétique. Alors après, on va le faire de la maison individuelle, parce qu'on est aussi constructeur de maisons individuelles et spécialiste de la rénovation énergétique, jusqu'à des projets d'envergure, je dirais. Par exemple, avec notre filiale Alamo, on vient de gagner un des immeubles de Generali qui fait 20 000 m² au-dessus de la dalle Montparnasse. On a aussi gagné récemment, et là c'est un sujet, on est assez fiers pour un groupe familial, parce qu'on a gagné le Cercle national des armées qui est place Saint-Augustin. Et donc là, c'est une concession de 30 ans où on va réhabiliter totalement l'immeuble et le rendre dans 30 ans rénové totalement. Et donc là, c'est un vrai bel exemple finalement de coopération, parce qu'il y a plein de métiers différents qui s'inscrivent dedans. Donc autant le concepteur, l'assistant maîtrise d'ouvrage, pour toute la rénovation, la structure du financement aussi pour tout ça, la gestion locative, etc. du bâtiment. Donc en fait, voilà, toute une palette de métiers, et en même temps, finalement, un acteur privé qui travaille avec un acteur public. Donc je trouvais que c'était un bel exemple de coopération, et j'espère finalement que le gouvernement ou l'État, au sens large, va multiplier ce type de projet, parce que c'est des beaux projets où on peut vraiment créer de la valeur sur le long terme. Merci de cet exemple de coopération entre le public et le privé. On a une dizaine de minutes, on est dans les temps pour prendre des questions.
Et oui, on va aller à la pêche aux questions après ces intervenants, mais franchement très inspirants. Et ils nous montrent bien comment on peut lier RSE, stratégie et finance. Voilà, et humain. Alors, des questions dans la salle. Vous avez vos micros. Pas de questions tout de suite. Réfléchissez, sinon moi j'en ai une. Il y en a Ah, voilà. Levez la main, je ne vous vois pas. Allez-y, allez-y. Votre micro. Vous appuyez sur le bouton. Vous n'avez pas de micro, je vous file le mien. Voilà, il n'y a pas de micro au fond, mais il y a le mien. Bonjour, Sylvain Longueval, je suis recruteur spécialisé sur les métiers de la RSE. J'avais une question pour Pauline. Dans un groupe avec autant d'activités, je me suis permis de regarder un petit peu le site dans différents pays. Comment on arrive à engager toutes les... Est-ce que c'est votre approche, toutes les BU, toutes les PME qui font partie du groupe, parce que, est-ce qu'on fonctionne plutôt par matérialité et le plus gros impact carbone, ça va être l'immobilier, ou on va essayer de proposer à chaque entreprise d'agir sur son business? Donc on parle de l'engagement pas au sens large, mais engagement vraiment RSE, quoi. C'est ça? Ouais, RSE et les collaborateurs, parce que j'imagine que tout le monde a envie de faire sa part. Évidemment. Alors, évidemment, tout à l'heure, je parlais du comité RSE. Au-delà du comité RSE, on a tout un panel d'ambassadeurs dans toutes les filiales. En fait, finalement, on a eu pas mal de sondages au sein du groupe pour pouvoir demander à nos collaborateurs, quand ils avaient envie de lever la main et de pouvoir aider et de faire plus, de nous le dire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a des ambassadeurs dans chacune des filiales, mais en même temps qui sont nos relais en interne pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plus, et en même temps nos relais pour récupérer la data parce qu'on en a besoin pour nos bilans carbone. Donc, c'est comme ça qu'on fait finalement. Oui, la RSE, c'est pas top-down seulement, ça vient du terrain et ça embarque tout le monde dans une organisation décentralisée. Ils sont les acteurs et ils donnent l'information. Une autre question. Question ou réflexion de coopération. Ouais, et puis il y avait le systémique aussi, parce que... Des banquiers, des assureurs dans la salle peut-être. D'ailleurs, je peux le dire, nous on travaille aussi pour la rénovation énergétique avec des banquiers pour essayer de packager justement une offre globale. Donc c'est finalement aussi d'autres partenariats qu'on essaye de travailler pour aider des personnes qui ont des maisons individuelles, par exemple, pour financer leurs travaux. Marche similaire. Parce que c'est vrai que moi je rajoute, les banquiers, ils ont besoin de faire du vert, ils ont des ratios à la taxonomie qui frisent le ridicule, voilà, et il faut qu'ils montent des financements verts, et ce que vous décrivez, ça s'y prête merveilleusement. Donc moi je serais banquier, mais je rêverais de faire une belle obligation verte, ou une obligation de transition, hein, pour vous, non? Alors, je ne suis pas banquier non plus, mais on va dire, disons que c'est un métier où les marges sont bonnes et c'est difficile d'aller sur des terrains nouveaux, un peu incertains et qui rapporteront moins. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prêtez, notamment si vous mélangez du prêt à taux zéro et effectivement du prêt typique ou équivalent à du prêt immobilier, vous allez avoir des rendements qui sont inférieurs à des prêts à la conso typiquement. Donc c'est mieux de prêter à un copropriétaire à 7-8% que de lui prêter à 2 ou 3, soyons clairs. Je ne leur en veux pas. Mais il faut effectivement qu'on arrive à changer cette donne et pour que les banques gagnent leur vie, parce que tout le monde doit gagner sa vie, hein, j'ai évidemment aucun problème par rapport à ça, bien au contraire, il faut jouer sur le volume. Donc au lieu de faire quelques prêts, il faut en faire de façon massive. Et donc enclencher de façon massive la rénovation derrière de nos copropriétés ou des biens de façon individuelle. Parce que ça, pour le coup, à titre individuel, ça marche plutôt bien. Enfin, je vois, pas faire de pub, hein, mais la BPCE avance plutôt bien, s'associe avec des entreprises comme Leroy Merlin. Ça, on voit que ça marche. Là où c'est difficile, un des angles morts, en fait,
je vous ai dit, c'est à peu près 1/5 des émissions de gaz à effet de serre en France. Un des angles morts donc, pour le logement, sont vraiment les immeubles. C'est du temps long pour ceux qui vivent en immeuble. Bon, disons que le parcours en assemblée générale, c'est un parcours long terme, d'où les 3-4 ans que j'ai cités tout à l'heure. Mais il faut effectivement que les banques prennent leur part. Ça, c'est vrai. Et j'ai pas de doute qu'elles le fassent, parce que de toute façon, il y a de l'argent à faire. Et qu'elles prennent leur part et qu'elles gagnent leur vie. Et là, je fais le lien avec le systémique. Pour qu'elles gagnent leur vie, il faut aussi qu'elles aient de l'argent à des taux attractifs. Et donc là, on remonte sur le sujet du coût de l'argent, des banques centrales. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent accessible à des taux d'intérêt plus avantageux quand on fait du vert? Et la table ronde qu'on a eue ce matin sur la finance et la gestion d'actifs rejoint tout à fait cette table ronde sur l'immobilier. Des réflexions à ce propos? Oui, moi j'avais aussi une question pour Xavier qui nous a parlé de ce premier bloqueur qui est la question de la marge des banques. Est-ce que tu vois dans ce projet coopératif d'autres bloqueurs qui méritent d'être franchis, notamment les garanties? C'est clair, c'est clair. La première des choses, c'est un frein psychologique. Et quand en assemblée générale, on explique on va tous emprunter, sans exception. La première des remarques, c'est « mais moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout solidaire avec Pauline, je ne la connais pas, je ne sais pas si elle va rembourser, donc je prends pas mal, mais je ne veux pas ». Et ça, en fait, on a beaucoup de mal à expliquer. Oui, il y a une solidarité de trésorerie, mais il n'y a pas de solidarité financière. Et justement, l'objectif d'un emprunt pour tous les copropriétaires, c'est de limiter le risque. Je reprends mon exemple. Si j'appelle 10 000 euros au mois de juillet et 10 000 euros au mois de décembre, il y a un certain nombre de copropriétaires qui ne vont pas réussir à payer. Si tout le monde emprunte, et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui emprunte, c'est le syndicat, c'est la copropriété, ce n'est pas chacun, c'est la copropriété qui emprunte, c'est très différent. Vous savez quoi, on va y arriver. Et puis quand il va falloir payer les entreprises, on sait qu'on aura des impayés. Je veux dire, c'est notre métier, on ne va pas se cacher. C'est notre métier. Donc savoir que quand on a 100 copropriétaires, il y a 2 ou 3 impayés, ou 4, c'est un ratio classique. Donc ce n'est pas un sujet, on le fait depuis des dizaines d'années, presque plus. Donc ça, on sait gérer. Mais c'est plus simple de gérer, encore une fois, 500 euros d'impayés que de gérer 20 000 euros d'impayés. Et on arrêtera moins les entreprises partenaires derrière, parce qu'il va falloir effectivement les payer. Et si on a 4 ou 5 personnes qui ne payent pas les 20 000 euros, là, on peut mettre en danger la dernière tranche des travaux. Et alors là, pour le coup, c'est la pire situation. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc oui, on doit effectivement continuer à bouger et bouger collectivement dessus. Mais le frein psychologique, mais je vais le dire, même en interne, on a des freins. Alors en interne, maintenant, je pense que, et je remercie Corinna, je pense que maintenant, on a levé les barrières. Mais je le vois bien quand je discute avec mes autres collègues syndics, qui me disent « mais Xavier, ça va être une usine à gaz à monter ce truc ». Mais non, c'est vachement plus simple, puisqu'il n'y a qu'un seul à monter, c'est attaché, c'est des charges. Voilà. Donc on le transforme directement. Donc je suis désolé, c'est un peu technique, mais il ne faut pas mésestimer effectivement le frein psychologique en disant « oh là là, ça va être compliqué » ou « oh là là, je vais payer pour mon voisin ». Excuse-moi, juste un point, c'est souvent le problème du réchauffement climatique, c'est que l'effort que vous faites, il n'est pas pour vous, il est pour toute la planète. Et donc, vous faites un effort, mais c'est le voisin qui en profite. Ou pire, vous ne faites pas d'effort, et c'est le voisin qui en paye les pots cassés. On a un peu ce sujet-là, effectivement, en copro, qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Merci beaucoup. Je trouve que ça permet une belle conclusion, Xavier. Merci à tous les deux de vous être prêtés à l'exercice et d'avoir consacré aussi du temps à la préparation. Je retiens que la coopération, qu'elle soit en interne, avec son directeur financier, avec son DRH, avec les opérations, est un levier puissant qui permet de travailler pour faire sauter les barrières et envisager des projets vertueux au service de la décarbonation. Et je vous propose qu'on laisse la place à la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Bravo, ils ont été super.